La déclaration est inappropriée et offensante. Il est important de communiquer de manière respectueuse et constructive, surtout sur des sujets sensibles. C'était Meir Kahane, un rabbin américain qui, aussi tard qu'en 1971, a décidé de déménager en Israël avec l'intention d'exclure les Arabes qui y vivaient. Son histoire de vie est extraordinaire, plus palpitante qu'un roman, incluant un scandale sexuel, le suicide d'une amante, de la fraude, de l'espionnage pour le FBI, des actes de terrorisme secret et une peine de prison de 5 ans pour conclure son histoire. Cependant, ce n'est pas le focus de notre discussion aujourd'hui. Je l'ai mentionné pour contraster avec un autre rabbin américain, le rabbin Yaakov Shapiro. Le rabbin Shapiro est également controversé, mais pour des raisons très différentes. Dans l'interview qui suit, vous verrez qu'il est à l'opposé du spectre. Il est controversé dans certains cercles parce qu'il remet directement en question le sionisme, qu'il considère comme la cause racine de la souffrance juive contemporaine. Il n'est pas difficile d'imaginer que le rabbin Shapiro ne se fait pas beaucoup d'amis lorsqu'il soutient que le concept même d'une nationalité juive est absurde ou que le sionisme brûle métaphoriquement les juifs comme carburant. Le thème principal de notre discussion est la propagande sioniste et comment la contrer à sa racine. Cependant, je vous laisserai juger du succès du rabbin Shapiro dans cette entreprise. Si l'intensité des réponses de ces critiques est un indicateur, alors ce que dit le rabbin doit représenter une menace significative pour ceux qui défendent le projet sioniste. Ce projet, en parlant métaphoriquement, brûle les Juifs comme carburant. Donc, sa déclaration n'est pas juste une figure de style. Avant de procéder à l'interview, voici quelques conseils pour la navigation. Tout d'abord, parfois le rabbin adopte le rôle d'un sioniste pour faire valoir son point. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez manquer cela et penser que ce sont ses véritables opinions. C'est particulièrement important lorsque nous discutons de la soi-disant démocratie d'Israël dans les premières parties de l'interview. L'interview dure presque 2 heures. Au lieu de couper des parties, ce qui ne rendrait pas justice à vous, l'audience ou au rabbin, nous avons décidé de la publier en 2 parties. Chaque partie couvre des sujets différents, mais elles se complètent et valent vraiment la peine d'être écoutées. Et je le pense vraiment. Je ne dis pas cela juste pour promouvoir l'interview. Pensez-y de cette manière. Noam Chomsky m'a amené à un point de réflexion quand il m'a dit que l'existence même d'Israël est dans son essence antisémite. Le rabbin Shapiro ne se contente pas d'approfondir ce point de réflexion, mais ajoute également plusieurs nouveaux éléments qui pourraient fondamentalement changer votre vision de la situation actuelle au Moyen-Orient. Ce n'est pas une conversation facile, mais les perspectives que vous en retirez sont incroyablement enrichissantes. Et maintenant, sans plus tarder, voici le rabbin Yaakov Shapiro. Rabbin Yaakov Shapiro, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. J'ai fait des recherches vous concernant en tant que personne et en tant que rabbin. J'ai vu que vous n'êtes pas seulement un rabbin, mais aussi éduqué, très compétent et un orateur éloquent, n'est-ce pas? Je vous ai vu voyager à travers le monde en vous concentrant sur la loi juive, la philosophie, la théologie, et j'ai remarqué que vous avez donné des conférences et écrit abondamment, en particulier sur le sujet du judaïsme. Lorsque nous avons commencé à communiquer, c'est vous qui avez proposé de discuter de la propagande sioniste. En tant qu'analyste du comportement, j'étais ravi. Cependant, j'ai le sentiment que vous pourriez entendre quelque chose de légèrement différent de ce que je fais. Donc, j'ai sélectionné quelques points que j'aimerais discuter. Mais d'abord, je veux mentionner votre livre, Le wagon vide, le voyage du sionisme, de la crise d'identité au vol d'identité. J'ai vu certains critiques décrire le livre comme l'un des livres les plus controversés des dernières décennies. Je suis curieux.
Voyez-vous cela comme une critique positive? Ou qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non, cela signifie que la personne qui a écrit cette critique est un sioniste. C'est la seule signification. Les sionistes, évidemment, n'aiment pas mon livre et ils écrivent diverses critiques, y compris celle-là. Mon livre n'est pas le plus controversé dans la société orthodoxe, loin de là. Il peut être perçu comme controversé, mais seulement dans le sens où les sionistes ne sont pas d'accord avec. La plupart des gens hésitent à les affronter. Cependant, j'ai écrit une analyse complète expliquant le sionisme du début à la fin, en détaillant ce que c'est et comment nous devrions le voir, sans trop insérer mes propres opinions. Je viens de discuter de l'histoire, de l'idéologie et des faits sur le terrain. À la fin du livre, qui fait presque 1400 pages, le lecteur sort invariablement avec une idée. À mon avis, c'est vraiment la seule conclusion à tirer sur la base des faits, que le sionisme n'est bon pour personne, ni pour le peuple juif, ni pour le peuple non juif, pour personne. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le sionisme. J'en ai parlé à de nombreuses personnes, à des juifs et à ceux qui ne sont pas juifs, des gens de toutes les différentes confessions, religions et de tous les différents points de vue politiques. Surtout ces derniers mois, mais même au cours des dernières années et décennies, je peux vous dire qu'une partie de la propagande sioniste consiste vraiment à cacher ce qu'est véritablement le sionisme. Et les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Il y a une raison pour laquelle les gens ne comprennent pas. Et c'est parce que les sionistes utilisent certains contrôles pour s'assurer que cette incompréhension persiste. J'espère expliquer bientôt pourquoi les gens pourraient être réticents à même essayer de comprendre ce qu'est le sionisme. Les sionistes comptent sur cette réticence pour continuer leur propagande. Mais quelle était la liste de questions que vous aviez? Je serais ravi d'aider si je le peux. Ouais, donc ce n'est pas une liste de questions, mais juste quelques exemples. Nous nous concentrons sur la propagande sioniste, n'est-ce pas? Le premier est l'affirmation, souvent répétée par beaucoup, y compris récemment par Netanyahou, que l'antisionisme est la même chose que l'antisémitisme. C'est en tête de ma liste. Et je sais que vous avez écrit un livre à ce sujet, donc je suis impatient d'en discuter dans un instant. Ensuite, bien sûr, quand nous parlons de propagande, un point à mentionner est les slogans. Quand je mentionne cela, les gens comprennent parfois mal, mais il y a des slogans convaincants, n'est-ce pas? Et je peux expliquer. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre et l'armée la plus morale du monde sont des exemples. Je dis qu'ils sont efficaces parce qu'ils fonctionnent. Je ne les approuve pas, mais ils fonctionnent. L'exemple suivant vient du président d'Israël, qui a déclaré « Il n'y a pas de civils innocents à Gaza ». C'est aussi de la propagande, n'est-ce pas? Puis nous avons l'incident impliquant 40 bébés le 7 octobre, qui m'a immédiatement rappelé les bébés au Koweït. Il a été affirmé que l'armée irakienne les avait jetés hors des incubateurs. Plus tard, il a été révélé qu'une agence de relations publiques avait fabriqué l'histoire. Un autre exemple intéressant vient de Netanyahou. Il y a quelques années, il a fait une déclaration. J'ai en fait trouvé la vidéo par accident. Il a dit que les Palestiniens étaient responsables de l'Holocauste. Selon lui, le mufti de Jérusalem, Al-Husseini, est allé voir Hitler. Hitler voulait initialement seulement expulser les Juifs. Cependant, c'était Husseini qui a convaincu Hitler de les exterminer. J'étais vraiment étonné quand j'ai entendu cela. Le dernier exemple concerne Nikki Haley, ma candidate présidentielle préférée. Elle a affirmé que Poutine avait organisé les événements du 7 octobre. Sa preuve? C'est son anniversaire. Donc, ce sont quelques exemples de propagande que j'ai trouvés en préparation pour cette conversation.
D'accord. J'ai effectivement écrit un chapitre sur l'affirmation de Netanyahou concernant le Mufti. Abordons le premier point que vous avez mentionné. La manière dont fonctionne la propagande israélienne est à travers une série de présuppositions construites sur d'autres présuppositions. Vous avez mentionné l'affirmation selon laquelle l'antisionisme est de l'antisémitisme. Pourquoi disent-ils que l'antisionisme est de l'antisémitisme? Pourquoi? Si vous me demandez, alors je vous demande. Pour moi, c'est très simple. Ils anticipent toute critique légitime contre l'État d'Israël. C'est vrai, c'est ce qu'ils veulent que vous pensiez, et c'est vrai. Cependant, ce n'est qu'un sous-produit de leur véritable motif. J'ai ici un livre écrit par Benjamin Netanyahou appelé « Une place parmi les nations ». À la page 88, il explique pourquoi il croit que l'antisionisme est de l'antisémitisme. À partir de son explication, nous pouvons discerner ses motifs. Il fait une déclaration qui semble mystérieuse au premier abord. Il dit « Dire « je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste » est l'équivalent de dire « je ne suis pas anti-américain, je pense juste que les États-Unis ne devraient pas exister ». Pour fournir plus d'informations sur ce sujet, j'ai trouvé un site web du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Le site web est embassy.gov.il, qui est le site web de l'ambassade d'Israël. Embassies.gov.il, that's Israel's embassy. There's an article that I'm looking at called The Meaning of Israel as... Il y a un article que je regarde intitulé « La signification d'Israël en tant qu'État du peuple juif » écrit par Avigdor Lieberman, qui était le ministre des Affaires étrangères en 2014. C'est à cette époque que cet article a été écrit. Voici ce qu'il dit. Le terme État juif se réfère principalement à la nationalité. Israël est au peuple juif, ce que la France est aux Français, l'Irlande aux Irlandais et le Japon aux Japonais. Maintenant, c'est vraiment la même chose que Netanyahou a dit. Si vous voulez comprendre ce qu'est le sionisme en quelques mots, cela n'a vraiment rien à voir avec les Palestiniens. Les Palestiniens se sont juste retrouvés pris dans les feux croisés. De plus, le sionisme n'est pas, en soi, intrinsèquement, un mouvement colonialiste de peuplement. Ils devaient établir une présence en Palestine pour atteindre leurs objectifs, car c'était la méthode la plus pratique, efficace et efficiente. Cependant, leur but principal n'était pas la colonisation. Au lieu de cela, ils cherchaient à redéfinir l'identité du peuple juif. Sans le sionisme, l'analogie serait incomplète. Le Japon est aux Japonais ce que la France est aux Français, et Israël serait aux Israéliens. Mais selon Avigdor Lieberman, la comparaison correcte est la France aux Français, le Japon aux Japonais et Israël aux Juifs. Cela illustre, comme Netanyahou l'a mentionné dans son livre, qu'Israël est essentiel pour la nationalité juive. That without Israel, there is no Jewish nationality. Just like without France, there's no French nationality. Tout comme sans la France, il n'y a pas de nationalité française. Et si vous éliminez l'Italie, il n'y a pas de nationalité italienne. De même, si vous éliminez Israël, il n'y a pas de nationalité juive. Par conséquent, vous ne pouvez pas soutenir que vous voulez que la nationalité italienne existe sans vouloir que l'Italie existe. Une fois que vous effacez l'Italie, vous effacez la nationalité italienne. De même, il est impossible de dire que vous voulez que la nationalité juive existe, mais que vous ne voulez pas qu'Israël existe. Le sionisme était un mouvement visant à réinventer et transformer l'identité juive de simplement une religion en une nationalité. Il visait à ce que les Juifs deviennent une nationalité, avec Israël comme l'État de cette nationalité, selon la loi israélienne. And Israel should be the state of that nationality. By Israeli law, there is no Israeli nationality. Il n'y a pas de nationalité israélienne selon le droit israélien. La nationalité est juive. Alors qu'il existe une citoyenneté israélienne, la nationalité reconnue est uniquement juive. La loi sur l'État-nation de 2017 en Israël déclare qu'Israël est l'État-nation de tous les Juifs. Ce principe est central pour comprendre l'unicité d'Israël et ses conflits, y compris ceux avec les Palestiniens.
Il encapsule l'idée que tout comme la France est aux Français, Israël est aux Juifs. Si Israël est en effet l'État-nation des Juifs, cela implique deux points significatifs. Premièrement, cela suggère qu'Israël me représente de la même manière que la France représente les Français ou que l'Amérique représente les Américains. Étant donné cette analogie, la question se pose, suis-je américain ou suis-je juif? Exactement. Je suis juif par religion, mais américain par nationalité. Cependant, Israël ne me fait pas cette distinction. Selon l'idéologie sioniste, tout comme l'Amérique est pour les Américains non juifs, Israël est considéré comme l'État-nation pour les Américains juifs. Dans cette optique, je ne suis pas véritablement américain. Mon pays est censé être Israël. Cette perspective est antisémite. Adolf Hitler, dans Mein Kampf, a soutenu que les Juifs ne sont pas véritablement allemands. Il a affirmé que les Juifs qui disent qu'ils sont simplement des Allemands d'une religion différente mentent. Hitler a déclaré que les Juifs sont une nation en soi et a pointé du doigt les sionistes comme preuve de cette affirmation. Cette assertion de Hitler, que les Juifs ne peuvent pas être des citoyens loyaux de leur pays et sont une nation à part, reflète l'aspect problématique du sionisme qui confond religion juive et nationalité israélienne. Les Juifs qui ne sont pas sionistes ne renient pas nécessairement ou ne désavouent pas le sionisme. Ils peuvent toujours s'identifier comme libéraux, terme utilisé dans ma traduction anglaise de Mein Kampf. Selon Hitler et apparemment convenu par le sionisme, je ne suis pas considéré comme un véritable Américain. À la place, Israël est considéré comme mon pays. Cette croyance a permis à Benjamin Netanyahou de s'adresser au Congrès américain, s'opposant à l'accord sur l'Iran de Barack Obama. Il affirmait représenter non seulement ceux qui ont voté pour lui en Israël, mais aussi tous les Juifs dans le monde entier. Netanyahou ne me représente pas. Je suis américain et mon président actuel est Joe Biden. Netanyahou n'a rien à voir avec moi. Le premier principe du sionisme est que Israël est l'État pour les Juifs, pas nécessairement pour tous ses citoyens. Cela implique qu'Israël est considéré comme mon État. Le deuxième principe est que si vous n'êtes pas juif et vivez en Israël, ce n'est pas votre État au plein sens. Vous pouvez être un citoyen israélien et avoir des droits civils, mais selon la loi israélienne, le droit à l'autodétermination nationale est exclusif aux Juifs. Cela signifie que si la population non juive en Israël devait augmenter de manière significative dépassant la population juive, il y aurait des implications dans ce cadre. Israël est autorisé par la loi à prendre des mesures pour garantir que la majorité juive soit maintenue. Cela pourrait inclure le charcutage électoral ou toute autre action légale. Selon la loi, seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination nationale. Si les non-Juifs devaient devenir majoritaires, Israël pourrait décider de limiter leur droit de vote, donnant potentiellement moins de voix aux non-Juifs par rapport aux Juifs. Légalement, Israël est défini comme l'État-nation du peuple juif. Il y a eu un cas judiciaire significatif en Israël sur la question de savoir si une nationalité israélienne devrait être reconnue. Le tribunal a statué contre, une des raisons étant que le sionisme définit la judéité comme une nationalité. Cette perspective est un aspect fondamental du sionisme et représente une interprétation moderne. Avant le sionisme, les Juifs étaient considérés comme un groupe religieux. Un Juif est défini comme quelqu'un à qui il est ordonné de remplir 613 commandements. En contraste, selon la religion juive, toutes les autres personnes dans le monde sont obligées de remplir 7 lois noachides. Le judaïsme postule que les Juifs sont devenus un peuple dans un sens spirituel et non politique lorsque Dieu a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. La Bible nous dit que le jour où Dieu a donné la Torah aux Juifs, notre foi et religion, nous sommes devenus un peuple. Cette unité est basée uniquement sur notre foi et religion, et non sur une terre commune, une langue ou une culture.
We do not have a common land, language, or culture. Israel is the Holy Land was always. Israël est une terre sainte et a toujours été considérée comme telle. Cependant, un juif vivant hors d'Israël est tout autant juif. Nous ne partagions pas une langue commune. Il est vrai qu'à l'époque biblique, les Juifs parlaient hébreu, mais ce n'était pas cela qui nous unissait en tant que nation. Ce n'était pas un facteur unifiant de la manière dont la langue française unit le peuple français. Notre unité n'était pas basée sur la langue ou la terre. Elle était uniquement basée sur la religion. Aujourd'hui, les Juifs sont membres de tous les pays et appartiennent à toutes les races. Il y a des Juifs noirs, des Juifs blancs et des Juifs bruns, englobant une large gamme d'ethnicités. Par exemple, les Juifs yéménites ne sont certainement pas de la même ethnie que les Juifs allemands ou russes. Nous acceptons les convertis à notre religion. Ivanka Trump, la fille du président Trump, est probablement la convertie la plus célèbre aujourd'hui. En Israël, c'est unique parce que c'est le seul pays au monde qui prétend représenter une population qui n'a jamais été ses citoyens, ne veut pas être ses citoyens et n'a rien à voir avec lui. Cette situation est différente de celle d'un Italo-Américain en lien avec l'Italie. L'Italie ne prétend pas être le pays pour les Italo-Américains. Il y a un sentiment de nostalgie, mais cela n'affecte pas les loyautés entre l'Italie et les Italo-Américains. C'est plus complexe que cela. Je ne suis pas un Israélo-Américain. Ma famille est de Pologne, et du côté de ma mère, d'Angleterre et de Russie. My family's from Poland. My mother's side from England and Russia. I have nothing to do with Israel, yet Israel claims. Je n'ai rien à voir avec Israël. Pourtant, Israël prétend représenter de nombreuses personnes comme moi. La majorité des Juifs ne vivent pas en Israël. Ils vivent ailleurs. Pourtant, Israël prétend être notre pays. Cette situation est unique. Aucun autre pays ne fait cela. Si je déménage en Italie, que je deviens citoyen italien et que je m'intègre pleinement dans la société italienne, mes enfants grandissent italiens, parlant la langue, embrassant la culture, servant éventuellement dans l'armée italienne, volant avec Alitalia et agitant le drapeau italien, nous deviendrions finalement italiens. Les États-Unis d'Amérique, âgés de moins de 250 ans, sont une nation d'immigrants. Tout le monde est à l'origine venu d'ailleurs, mais maintenant, nous sommes Américains. En Israël, si vous n'êtes pas juif, vous pouvez quand même venir en Israël, devenir citoyen et embrasser le sionisme. Vous pouvez apprendre et parler l'hébreu moderne. Vous pouvez être un sioniste fervent et un patriote dévoué à Israël. Vous pouvez servir dans l'armée israélienne, devenir membre de la Knesset ou même rejoindre la Cour suprême. Cet engagement peut se poursuivre pendant des générations, théoriquement sur des centaines d'années. Cependant, si vous n'êtes pas juif par religion, Israël ne vous considère pas comme faisant partie de son État-nation. La seule façon pour qu'il devienne votre État-nation, si vous n'êtes pas né juif, est à travers une conversion religieuse. Malgré cela, Israël est un pays laïque. Il ne prétend pas être un pays religieux et n'est certainement pas une théocratie. Ils ne suivent pas du tout les lois juives. En fait, lorsqu'ils ont rédigé leur déclaration d'indépendance, ils n'ont pas inclus de constitution. Malgré les exigences des Juifs orthodoxes, ils ont refusé de mentionner le nom de Dieu dans leur déclaration d'indépendance. Ben Gurion a dit non, nous ne ferons pas cela, donc c'est ce qu'est Israël. Et donc si vous voulez effacer l'État d'Israël, vous effacez l'identité juive. C'est la principale propagande qu'Israël a créée. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Israël est le pays des Israéliens. Le sionisme prétend que c'est le pays de tous les Juifs. Tout le reste découle de ce point. Cela ne saurait être trop souligné. Israël est unique à cet égard. L'Italie, par exemple, représente les Italiens. Les Italo-Américains, des personnes qui ne vivent plus en Italie, ont une certaine connexion antérieure avec l'Italie. De même, la France représente les Français et Israël représente les Israéliens. Cependant, il existe une idée fausse alimentée par la propagande prétendant qu'Israël représente tous les Juifs.
Le succès du sionisme repose sur la mesure dans laquelle les gens croient cette affirmation. Si les gens voient à travers l'illusion et reconnaissent qu'Israël n'est pas l'État juif, mais plutôt l'État des Israéliens, alors l'influence du sionisme diminue. Ce malentendu est au cœur du conflit avec les Palestiniens et est un facteur critique dans de nombreux autres problèmes. La question demeure, Israël est-il l'État des Juifs ou l'État des Israéliens? Is Israel the state of the Jews or is Israel the state of the Israelis? Many people have said. De nombreuses personnes, allant de John Kerry au maire Kahan, ont déclaré qu'il est impossible d'avoir à la fois un État juif et une démocratie au même endroit. Et il est important de noter que personne n'accuserait le maire Kahan d'être anti-sioniste. Israël est face à un choix. Veut-il être une démocratie ou veut-il être un État juif? Le concept d'État juif est central pour expliquer pourquoi la propagande israélienne est efficace. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie être un État juif. Cela signifie qu'Israël est l'État-nation des Juifs, de la même manière que la France est l'État-nation des Français. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est indiqué sur le propre site web d'Israël et a été articulé par des figures comme Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahu. C'est la position officielle du sionisme. C'est la décision de la Cour suprême, selon laquelle le sionisme exige qu'il n'y ait pas d'identité israélienne, seulement une identité juive. Il y a la citoyenneté israélienne, mais il n'y a pas de nationalité israélienne, seulement une nationalité juive. C'est le baba du sionisme, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent, sur la base des points de discussion sionistes, qu'il n'y a qu'un seul État juif et environ 25 à 28 États arabes ou musulmans. Cependant, si vous comprenez la distinction, vous réalisez que ce n'est pas exact. Il n'y a pas un seul État musulman dans le monde qui prétend être un État musulman, dans le sens où Israël prétend être un État juif. Aucun État musulman ne prétend être l'État de tous les musulmans, tout comme aucun État arabe ne prétend représenter tous les Arabes. Le chef de l'Arabie saoudite ne peut pas venir en Amérique et dire « Je représente tous les Arabes ou tous les musulmans du monde ». L'Arabie saoudite est l'État des Saoudiens. Elle peut fonctionner selon la loi arabe et musulmane, et elle pourrait avoir des lois qui discriminent contre les non-musulmans. Mais elle ne prétend pas représenter tous les musulmans. Elle ne prétend pas représenter ce qu'Israël revendique, être l'État des Juifs. Comprendre cela est crucial pour comprendre pourquoi des affirmations selon lesquelles l'antisionisme et de l'antisémitisme sont faites. Netanyahou lui-même l'a clairement déclaré dans son livre. Si vous saisissez ce concept, vous comprenez pourquoi Israël doit toujours s'assurer qu'il a une majorité juive. C'est l'État-nation des Juifs. Cette croyance est une partie clé de la propagande israélienne. Le sionisme est le moteur de tous les conflits dans lesquels Israël est impliqué. Donc, si je comprends bien, l'argument est que Israël peut soit être une démocratie, soit un État juif. S'il s'agit d'une démocratie, alors le principe d'une personne, une voix s'applique. Cela nécessiterait d'inclure la population arabe. Benny Morris a exprimé que ce n'est pas le résultat souhaité pour eux. D'un autre côté, s'il s'agit d'un État juif, un terme qui revient souvent est l'apartheid, mais la réalité pourrait être encore plus sévère que cela. Ainsi, le choix semble être entre une démocratie qui inclut tout le monde vivant dans le pays ou un État juif qui, par sa nature même, exclut environ 50% de sa population. Eh bien, ce n'est pas exactement aussi simple. Cela dépend de la façon dont vous définissez la population. Si vous incluez Gaza et la Cisjordanie comme partie de la population, alors la situation change. C'est pourquoi Israël prend les actions qu'il prend. Vous avez mentionné que si Israël doit rester un État juif, il y a un problème si les non-juifs deviennent majoritaires. Le maire Kahane en a discuté à la télévision nationale. Benny Morris, étant un sioniste, a exprimé des préoccupations à propos de ce scénario. C'est l'essence du sionisme. Laissez-moi expliquer pourquoi le sionisme a été couronné de succès. Je vais présenter leur argument
et expliquer pourquoi les gens hésitent à le contester. Il y a deux principales raisons à cela. D'accord, Thomas, pas de problème. Vous voulez qu'Israël soit une démocratie. Je comprends cela. Mais considérez ceci. L'Allemagne était une démocratie. Et regardez ce qui nous est arrivé là-bas. La Russie était officiellement une démocratie, où les Juifs étaient censés avoir des droits, et pourtant nous avons eu les pogroms. De nombreux pays ont promis aux Juifs la démocratie, la sécurité et la sûreté, mais ont échoué à les protéger. Où étiez-vous, Thomas? Et où était votre pays lorsque 6 millions de Juifs ont été tués en Allemagne? La démocratie ne nous a pas réussi. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous avons écouté des gens comme vous qui nous ont convaincus que la démocratie était le meilleur chemin. Oui, vivons dans une démocratie où même Hitler a été élu démocratiquement. En fait, il a été élu par une majorité de personnes, non pas à travers une élection régulière. La démocratie ne nous a pas été favorable. Nous avons été persécutés pour notre religion, notre race et bien d'autres raisons. L'autodéfense et la défense d'autrui sont des justifications valables pour presque tout. Suggérez-vous que les Juifs devraient être sans défense? Voulez-vous que les Juifs se retrouvent dans la même situation qu'en Allemagne, où ils ont été des citoyens loyaux pendant des siècles? Puis soudainement, un leader élu démocratiquement décide de les exterminer. Cette approche ne fonctionne pas. Par conséquent, nous devons avoir un État juif, point final. Deuxièmement, les Juifs n'ont-ils pas droit à l'autodétermination, tout comme n'importe qui d'autre? Au dépend d'un autre peuple. Eh bien d'accord, très bien. Mais qu'en est-il de cela? Vous présentez un bon argument. Cependant, étant donné qu'il y a eu un holocauste, dites-moi ce que nous devrions faire. Sans tenir compte du coût, dites-moi ce que je devrais faire. Thomas, dites-moi ce que moi, en tant que Juif, je devrais faire. Rabbin, je ne suis en position de dire à vous ou à quiconque quoi faire. Bingo. Vous voyez, rappelez-vous que j'ai dit au début de la conversation que vous seriez réticent à vous impliquer, même pour vous opposer à l'idéologie. Qu'avez-vous dit juste maintenant? Loin de moi l'idée de dire aux Juifs ce qu'ils doivent faire. Exactement. C'est pourquoi personne ne s'oppose à cela. Deuxièmement, vous allez éviter de vous impliquer dans le différend entre juifs et sionistes concernant la définition d'un juif, qu'il s'agisse d'une nationalité ou non. Parce que vous n'avez aucune inclination à dire aux juifs comment survivre et qu'ils ont besoin de survie, vous ne proposerez pas de démanteler Israël. C'est la proposition qu'ils ont, Israël comme un État juif. Et vous n'avez aucune inclination, aucune alternative à leur proposer. La démocratie, merveilleuse démocratie. L'Allemagne était une démocratie, la France était une démocratie. Et regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus pendant les Lumières et l'émancipation en France. Vous souvenez-vous de l'affaire Dreyfus? Oui, cet événement a significativement influencé Theodor Herzl. En réalité, c'est un mythe que ce fut la seule influence, mais ne nous attardons pas là-dessus. L'affaire Dreyfus a bien eu lieu et elle était enracinée dans l'antisémitisme. Alors ne me faites pas la leçon sur la démocratie, vous avez raison. Maintenant, en jouant l'avocat du diable, Israël pourrait être soit un État juif, soit une démocratie. La démocratie n'a pas fonctionné pour les Juifs, comme en témoignent les mêmes personnes insistant sur le fait qu'Israël devrait être une démocratie. Mais n'y a-t-il pas une différence entre les Juifs vivant dans les démocraties d'autres pays et les Juifs vivant dans leur propre pays en tant que démocratie? Mais s'il y a une démocratie dans le pays juif, comme vous l'avez mentionné, avec une personne, une voix, alors si les Arabes ont la majorité, et si Israël décide d'annexer la Cisjordanie et Gaza et d'accorder la citoyenneté aux Arabes là-bas, de manière similaire à comment l'Amérique a accordé la citoyenneté aux Mexicains lorsqu'elle a acquis 55% de leur territoire,
ou comment les conquérants accordent parfois la citoyenneté aux peuples des territoires qu'ils conquièrent, alors vous n'aurez plus un État juif. En d'autres termes, pour maintenir un État juif, il doit y avoir des contrôles pour assurer une majorité juive. Sans ces contrôles, cela pourrait cesser d'être un État juif, car il pourrait être voté contre. Par exemple, l'Allemagne aurait pu devenir un État juif dans d'autres circonstances. Germany could have been a Jewish state. What do you mean their own? A democracy is not their own. Listen to your question. Que voulez-vous dire par leur propre? Une démocratie n'est pas intrinsèquement la leur. Votre question sous-entend que des Juifs vivent dans une démocratie au sein de leurs propres États. Cependant, comme nous l'avons discuté plus tôt, vous ne pouvez pas avoir à la fois un État juif et une démocratie simultanément. Ainsi, le concept de Juifs vivant dans leur propre État avec une démocratie est contradictoire. C'est le cœur du problème. Le monde se sent coupable, et à juste titre, parce qu'il n'a pas aidé les Juifs pendant l'Holocauste, un génocide tenté qui était horrifique au-delà des mots. Ce n'est pas seulement que personne n'a aidé. De nombreux pays savaient exactement ce qui se passait et ont délibérément fermé leurs portes. Aux Pays-Bas, où je vis, un pourcentage plus élevé de Juifs a été tué à Amsterdam que dans n'importe quelle autre ville du monde. C'était comme 89 à 99%. Donc, c'est pire qu'une simple absence d'aide. Il y avait une participation active. D'accord. Alors maintenant, qui sont-ils? Les sionistes, les Israéliens, ont convaincu les Juifs. Nous avons essayé la démocratie. Nous avons essayé de ne pas avoir d'État juif. Ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, qui sont les personnes qui vous disent que vous devriez avoir une démocratie? Qui? Les gens aux Pays-Bas. Regardez ce que les Pays-Bas ont fait. Les gens en Allemagne, les gens en France, les Britanniques. Où étaient les Britanniques quand les Juifs voulaient entrer dans le mandat britannique? Ils leur ont fermé les portes, d'accord. Ok, donc c'est le premier point. Le deuxième point est que vous ne voudrez jamais vous plonger dans ce bourbier de d'accord. Les sionistes ont inventé cette idée d'une nationalité juive. Ce sont les deux raisons pour lesquelles la propagande israélienne est réussie, et vous ne convaincrez jamais Israël d'être différent à cause de cela. Maintenant, la question que je veux explorer plus avant n'est pas seulement de savoir si Israël et les sionistes argumentent comme je l'ai fait, mais ils ont également positionné l'Holocauste non seulement comme une partie centrale de la conscience juive, mais aussi comme une partie intégrante de l'identité juive elle-même. L'éducation sur l'Holocauste est répandue dans toutes les écoles juives. Et il y a un effort pour l'inclure également dans les écoles non juives. Le problème survient parce que le programme se termine souvent par l'établissement de l'État d'Israël, présentant l'Holocauste comme le problème et Israël comme la solution. Les étudiants visitent Auschwitz et partent en agitant des drapeaux israéliens, renforçant le récit selon lequel Israël est la réponse à l'Holocauste. Dans chaque communauté ayant une population juive, il y a probablement un mémorial de l'Holocauste. Pourtant, les écoles juives ou yeshivas ne sont pas aussi universellement présentes. Il y a quelques années, Pew a réalisé une enquête demandant aux Juifs ce qui est essentiel à leur identité juive. La réponse la plus courante était le souvenir de l'Holocauste. Cela montre que l'Holocauste est devenu une partie de leur identité et de leur compréhension d'être juifs. Le concept de nationalité juive est considéré comme une absurdité et logiquement incohérent. Historiquement, les Juifs ne partageaient pas les caractéristiques typiques d'une nationalité, telles qu'avoir un drapeau, un hymne national ou une langue commune. Les sionistes ont introduit ces symboles pour persuader les Juifs qu'ils constituent une nationalité. De plus, il existe maintenant une loi du retour qui stipule que si vous êtes Juif, vous pouvez devenir citoyen d'Israël. Maintenant, si vous êtes athée et que vous êtes né juif, Israël vous permet quand même d'immigrer en vertu de la loi du retour, parce qu'être juif ne concerne pas uniquement la religion.
Vous n'avez pas besoin d'être religieux. Mais qu'arrive-t-il si vous êtes chrétien? Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est nationalement juif, mais religieusement chrétien? Les premiers sionistes, y compris les musulmans, avaient d'importantes divergences à ce sujet. Si être juif n'est pas strictement une religion, mais aussi une nationalité ou une ethnie, alors on pourrait adopter n'importe quelle religion. Israel Zangwill, l'un des pères fondateurs du sionisme, a déclaré que la mosquée Omar en Israël serait gardée par des juifs qui sont musulmans et le Saint-Sépulcre par des juifs qui sont chrétiens. Pourtant, cette perspective ne correspond pas à ce que les sionistes avaient initialement prévu. Ils visaient à transformer l'identité juive, croyant qu'établir une nationalité juive était essentiel parce qu'ils percevaient les juifs de manière négative. Ironiquement, les premiers sionistes eux-mêmes nourrissaient des sentiments antisémites. Ils n'aimaient pas les caractéristiques juives et blâmaient ces traits pour l'antisémitisme. Leur solution était de changer ce qu'ils voyaient comme la personnalité juive, qu'ils associaient à un dégoût pour la guerre et le conflit. Contrairement aux représentations populaires, historiquement, les Juifs n'ont pas célébré les héros de guerre. Par exemple, le roi David, une figure centrale de notre religion, n'est pas le guerrier dépeint dans les films. Il est plus vénéré comme une figure sainte, un rabbin qui s'est engagé dans la bataille seulement quand il était commandé par Dieu, comme reflété dans les psaumes qu'il a rédigés. Nulle part il ne parle comme les rois guerriers typiques qui disent « Je veux tuer mes ennemis, je veux avoir leur tête sur un pieu ». Au contraire, l'essence du judaïsme et du peuple juif est capturée dans les psaumes de David. Je le dirai en hébreu, puis je le traduirai. Une chose que je demande à Dieu, voilà ce que je cherche, que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour le chercher dans son temple. C'est le roi David, un guerrier et un roi qui parlent. Vous pourriez vous demander ce qu'un roi dans l'Antiquité pourrait demander. Un vaste empire? Tuer ses ennemis? Beaucoup d'or? Non. Des esclaves? Non. La seule chose que David a demandé était de s'asseoir dans la maison de l'Éternel, dans la salle d'études, toute sa vie, pour se réjouir de la gloire de l'Éternel et pour visiter le palais de Dieu. Il voulait passer sa vie dans la yeshiva. Il voulait être rabbin. Dans les psaumes, que chaque enfant juif connaît et chante avec une mélodie sincère, ces mots sont familiers à tous. Nous, en tant que juifs, n'avons pas désiré les guerres ou les conflits. Nos sages nous enseignent que la véritable force réside dans la conquête de ses propres pulsions. Notre mission, telle que décrite dans la Bible, était d'être un royaume de prêtres et une nation sainte. Nous nous sommes isolés dans nos communautés, dédiant nos vies à l'étude de la Torah et au service de Dieu. Pour faire une analogie, nous étions semblables aux moines Shaolin, mais au lieu de pratiquer le karaté, nous étions plongés dans l'étude des mitzvahs. Les sionistes, cependant, n'aimaient pas cette façon de vivre. Ils ont tenté de s'assimiler, de devenir comme tout le monde, mais ont fait face à l'antisémitisme malgré tout. Ils étaient confrontés à une crise d'identité, se demandant ce qui n'allait pas chez eux, pourquoi ils étaient perçus de manière négative. Ils se sentaient pressés de changer, de transformer leurs aspirations. L'objectif était de les rendre guerriers, de construire une armée forte, de tenir bon et de ne pas fuir, de combattre, de s'assimiler au reste du monde. Vladimir Jabotinsky a même déclaré que le caractère sioniste était complètement opposé au caractère juif. Les universitaires ont noté, et c'est entièrement exact, que l'idéologie sioniste représente une surcompensation pour le pacifisme juif. L'Holocauste, selon eux, a servi d'exemple frappant de ce qui arrive lorsque vous incarnez le pacifisme, comme critiqué dans leur vision des individus, comme Yaakov Shapiro. Look what happens if you are like Yaakov Shapiro. Look what happens if you're like the traditional religious. Regardez ce qui arrive aux Juifs religieux traditionnels. Regardez les conséquences. L'Holocauste s'est produit parce que nous manquions de leaders comme Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon
et Vladimir Jabotinsky. Nous n'avons pas pris les mesures que nous voulions. Au lieu de cela, nous avons suivi ce que les autres dictaient. Nous nous sommes concentrés sur la morale, l'étude et la religion. C'est pourquoi l'Holocauste s'est produit. Si vous visitez Auschwitz et voyez notre héritage, puis sortez en agitant un drapeau israélien, vous comprendrez que cela est devenu une partie fondamentale de leur identité. Maintenant, considérez les Afro-Américains aux États-Unis. Ils ont été persécutés, réduits en esclavage et forcés de quitter leur continent enchaîné. C'est inimaginable, une épreuve si horrifique. Et maintenant, ils sont libres. Nous avons une démocratie. Pouvez-vous imaginer si la communauté afro-américaine disait « Pour en apprendre sur votre héritage, allez dans le sud et visitez les sites de lynchage. Mettez votre tête dans la corde pour expérimenter ce qu'ils ont enduré. Pleurez et comprenez. Nous ne laisserons plus jamais les Blancs nous faire cela. Et cela devient une partie de votre identité. Oh mon Dieu, c'est une mauvaise chose. Pourtant, les sionistes voient cela comme ce qu'ils ont fait. Et personne ne va leur dire non. Parce que même s'ils le font, ils répondent « Où étiez-vous pendant l'Holocauste? Oui, nous avons parlé de démocratie. Nous avons déjà essayé cela. C'est la propagande sioniste. Je vais vous donner la réfutation. Mais c'est la propagande sioniste. Si vous voulez savoir comment la démanteler, je vais vous dire comment la démanteler. Et je vais aussi vous dire que je pense que le monde, y compris les Palestiniens, combat le sionisme de la mauvaise manière. Je leur dis toujours qu'ils ne cèdent pas vraiment. Ils font de grandes erreurs. Parce que je suis juif, je ne m'implique pas dans la politique israélienne. Pour moi, Israël n'est pas plus lié à moi que l'Ukraine. Je suis juif et américain. Alors quand des groupes pro-palestiniens approchent des juifs, et ils me font ça tout le temps, ils disent « Tu es un juif anti-sioniste. Viens rejoindre notre côté. Montrons-leur que même les juifs sont d'accord avec la cause palestinienne. » Je dis à ces gens qu'ils font en réalité la promotion du sionisme. Ils ne comprennent pas. Vous connaissez Jane Fonda? Vous savez qui elle était? J'ai été surpris d'apprendre que les gens aux Pays-Bas la connaissent. Je suis assez âgé pour savoir qui elle est. D'accord. Alors, elle était une activiste anti-guerre pendant la guerre du Vietnam. Pour ceux parmi les spectateurs qui pourraient ne pas être aussi familiers, il est important de comprendre que la guerre du Vietnam était très impopulaire parmi la population américaine, à l'exception de certains durs de la droite et des ouvriers du bâtiment. Les raisons de cela sont complexes. Jane Fonda, une célébrité et la fille d'une célébrité encore plus célèbre, est devenue une activiste anti-guerre de premier plan. Un jour, elle est allée au Nord-Vietnam, qui était à l'époque l'ennemi de l'Amérique, et a posé à côté d'un char anti-aérien vietnamien. Cet acte a été mal reçu par le public américain, y compris ceux qui étaient contre la guerre. La raison en est que, même si vous êtes opposé à la guerre, voir une célébrité américaine semblant soutenir l'abattage d'avions américains est bouleversant. Reagan onde le message véhiculait les photos des intentions de Fonda. Elle n'avait pas l'intention de transmettre ce message, mais c'est ainsi qu'il a été perçu. Lorsque quelqu'un comme Jane Fonda manifeste son soutien au Nord-Vietnam, cela renforce le moral des Nord-Vietnamiens et démoralise les Américains. Le simple fait qu'une Américaine soutienne le Nord-Vietnam est significatif, en mettant de côté la question du char. De même, lorsque les Palestiniens demandent aux Juifs de soutenir leur cause, ils cherchent essentiellement une figure comme Jane Fonda. Historiquement, les armées plaçaient les traîtres en première ligne pendant les batailles. Cette tactique était utilisée pour démoraliser l'ennemi en leur montrant que des individus de leur propre camp combattaient contre eux. Mais voici comment la propagande sioniste réussit. Le sionisme affirme qu'Israël est le pays des Juifs. Sans le sionisme, Israël serait vu comme le pays des Israéliens. Le conflit est entre Israël et les Palestiniens.
pas entre les Juifs et les Palestiniens. Pour la plupart, les Palestiniens vous diront qu'ils n'ont rien contre les Juifs. Leur problème est avec l'occupation et Israël lui-même. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les Juifs le font souvent parce que Israël prétend représenter tous les Juifs et ils prennent cette affirmation pour argent comptant. Ainsi, lorsque les Palestiniens cherchent leur version de Jane Fonda, ils recherchent un Israélien qui soutient leur cause. Cela démontre même aux Israéliens qu'il y a des compatriotes qui se tiennent aux côtés des Palestiniens. Mais quand vous abordez un Juif avec cette question, la dynamique est de site. Je n'ai rien à voir avec Israël et je n'ai rien à voir avec vous. Nous parlons de la Palestine. Je ne suis pas israélien et je ne suis pas palestinien. Je n'ai rien à voir avec Israël, ce qui est une position contre le sionisme. Je suis américain et je suis juif. Israël n'est pas le pays des Juifs, c'est le pays des Israéliens. Alors quand vous venez me dire « Regarde, même un Juif », voulant que je me joigne à vous pour dire « Regarde, même un Juif est de notre côté », que voulez-vous dire par « même un Juif » ? Vous devriez dire « même un Israélien ». En disant « même un Juif est de notre côté », vous impliquez que le conflit est entre les Palestiniens et les Juifs, ce qui signifie que vous dites qu'Israël est l'État des Juifs. Ne venez pas vers les Juifs et dire « Ok, vous devriez être dedans parce que vous êtes Juif ». Vous devez prendre parti dans ce conflit, mais ne le faites pas en insinuant qu'Israël est l'État des Juifs, en suggérant que le conflit est entre les Juifs et les Palestiniens ou entre les Juifs et les musulmans. Ce n'est pas le cas. C'est entre Israël et les Palestiniens. Toute tentative de lier le conflit d'Israël avec la communauté juive mondiale ou de me relier à Israël est enracinée dans le sionisme. Je n'ai pas plus de lien avec Israël que je n'en ai avec la Chine. Plus les gens comprennent cela, plus le sionisme est affaibli. Cependant, plus les gens disent de manière désinvolte « D'accord, vous savez quoi? Parlons du rôle des Juifs », comme si c'était pertinent, surtout après des événements comme le bombardement de Gaza, plus ils passent à côté de l'essentiel. Entre-temps, venez protester avec nous. Bonjour. Tout d'abord, il n'y a pas plus de raison pour moi de m'impliquer dans le conflit Israël-Palestine qu'il n'y en a pour moi de m'impliquer entre la Chine et les musulmans ouïghours. Les problèmes de droits de l'homme sont des problèmes de droits de l'homme, et je suis d'accord avec cela. Mais en tant que Juif et en tant qu'Américain, oui, je comprends que mes impôts vont là-bas. En tant qu'être humain, je comprends cela aussi. Mais en tant que Juif, je n'ai pas plus de raison de m'impliquer avec Israël contre les Palestiniens que je n'en ai avec la Chine et les musulmans ouïghours. Plus le monde comprend cela, plus le sionisme s'affaiblit. Plus le monde pense qu'Israël et les Juifs sont connectés, plus le sionisme se renforce. Comprenez-vous ce que je dis? Aux États-Unis, tout récemment, le Congrès, par un vote de 311 contre, je crois, 14 ou 15, a décrété que l'antisionisme équivaut à de l'antisémitisme. Netanyahou et toute son équipe ont été d'accord. Même en Amérique, cette déclaration est répétée encore et encore. En conséquence, il est très facile pour de grandes parties de la population de tomber dans ce piège. Tout le monde n'est pas aussi informé que vous. Oui, eh bien, même les personnes éduquées doivent être conscientes de la propagande dont nous discutons, pas de l'histoire. Il s'agit de la propagande. Chaque fois que les Palestiniens mettent en avant des Juifs soutenant leur cause, en disant « Regardez, même des Juifs sont de notre côté », ils renforcent involontairement le sionisme. Cela est dû au fait que le conflit de fond se résume à un choix entre un État juif ou une démocratie. Plus les Juifs américains sont liés à Israël, plus il est déclaré au monde comme un État juif. Alors si c'est un État juif, que faut-il faire? Vous voulez qu'il ne soit plus un État juif. Que voulez-vous qu'il fasse? Voici ce que je dis à ces organisations antisionistes de gauche, des organisations juives comme JVP et des groupes similaires.
Je soutiens qu'ils font involontairement la promotion du sionisme. Voici pourquoi. Ce n'est pas IVP, Voix israélienne pour la paix, c'est JVP, Voix juive pour la paix. Ils se présentent comme « même nous les Juifs sommes du côté palestinien ». C'est un problème parce que bien qu'ils prétendent que les Palestiniens ont raison dans ce conflit, ils se déclarent également implicitement comme constituants d'Israël. Cela, ils croient, leur donne plus de légitimité que l'Américain moyen. Ce n'est pas AVP, American Voice for Peace. La raison pour laquelle ils estiment avoir un statut particulier et que leurs paroles sont particulièrement significatives est parce qu'ils sont juifs, et cela n'a de sens que si vous acceptez qu'Israël est l'État des Juifs. Mais si vous acceptez qu'Israël est l'État des Juifs, c'est là le cœur du problème. Voici une question que j'ai pour quiconque pense être anti-sioniste. J'ai dit aux Palestiniens, vous n'êtes pas anti-sioniste, et je vais vous le prouver avec une question. Disons qu'Israël et les Palestiniens se mettent d'accord sur une solution à 2 États, d'accord? Une solution à 2 États. Et ils sont tous les deux d'accord. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais disons qu'ils sont tous les deux d'accord. Et disons même que les Palestiniens obtiennent 90% du territoire et Israël 10% dans le désert du Negev. Voilà le résultat. Et disons que les Israéliens sont satisfaits. Ils décident qu'ils ne veulent plus de guerre, ni de conflit. Ils prendront le désert du Negev, ils feront fleurir le désert. Pas de problème. Ils acceptent les 10%, c'est tout ce qu'ils veulent. Les Palestiniens obtiennent 90% du territoire. Ils obtiennent Tel Aviv, ils obtiennent Jérusalem, ils obtiennent tout. C'est une solution à 2 États. Si les Palestiniens sont contents de cela et que les Israéliens sont contents de cela, seriez-vous contents de cela? Personne ne me dira non. Eh bien, devinez quoi? Je ne suis pas content de cela parce que même si les Palestiniens sont heureux, il y a encore un pays qui prétend être l'État des Juifs, qui prétend être mon État. Netanyahou viendra toujours au Congrès et dira qu'il représente tous les Juifs. Rien n'a changé en ce qui concerne l'idéologie du sionisme. Une chose a changé. Les Palestiniens ne sont plus en ligne de mire. Mais le sionisme n'a pas changé. L'idéologie du pays est la même. La relation entre eux et le judaïsme mondial est la même. Sauf pour une chose. Les Palestiniens ne sont plus en ligne de mire. Alors, ces personnes disent qu'elles n'aiment pas le sionisme. En réalité, elles ne sont pas contre l'idéologie du sionisme en elle-même. Elles sont contre le fait que les Palestiniens soient pris dans les feux croisés. Elles s'opposent à l'oppression et à la guerre. Elles sont contre la manière dont Israël traite les Palestiniens. Les Israéliens pourraient ne pas s'y opposer pour les mêmes raisons, mais ils ne sont pas contre l'idéologie du sionisme. Ce que nous devons faire, c'est remettre en question l'idéologie du sionisme. Israël est le seul pays au monde qui prétend représenter des personnes qui ne sont pas ses citoyens, qui n'ont jamais été citoyens et qui n'ont aucun lien avec lui. Ce fait doit être communiqué à tout le monde. Dans le prochain segment de l'interview, nous explorerons les motivations derrière les déclarations faites par des politiciens comme Ben Gurion, qui a décrit les Juifs comme des parasites et a cherché des moyens de changer la personnalité juive. Cela vous semble-t-il familier? Nous examinerons également la déclaration controversée de Netanyahou, qui semblait plaider pour le meurtre de toutes les femmes et enfants palestiniens. Une déclaration qui a été largement critiquée comme génocidaire. Which has been criticized by many as genocidal.